Dans cette vidéo, on va parler de la migration. Nous avons parlé tout à l'heure bien sûr, de perte de données au moment de la recréation de la table. Donc la migration, elle présente vraiment une solution pour des bases de données peuplées qui contiennent des données importantes. Cette solution est apparue à la version 4.3, c'est nouveau. Donc pour ne pas perdre des données dans une modification de modèle, nous pouvons utiliser une technique appelée migrations. La première étape est d'activer la migration. Pour votre contexte, en utilisant le console de gestionnaire de package. Pour accéder bien sûr à ce console, on peut aller à notre menu outils, ensuite gestionnaire de package, Package Manager Console de Visual Studio. Vous allez exécuter la commande suivante, Enable Migration. Mais avant d'exécuter cette commande Enable Migration, on doit s'assurer qu'on va faire ça pour notre projet DAL, pas le GUI. Donc on va activer la migration. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire ces étapes ensemble. Donc dans notre... Je vais réouvrir ma solution, bien sûr. Je l'ai fermée tout à l'heure. Voilà, donc pour accéder, pour moi je peux directement aller là. Pour vous, vous pouvez bien sûr passer par les étapes. Affichage, autre fenêtre, ensuite console de gestionnaire de package. Donc, on va faire ça. Donc la première chose, on va changer le projet DAL. Ensuite, ici, on va écrire Enable Migration et entrer. Donc, on attend un peu. Quand vous voyez ici, vous remarquez la création d'un dossier Migrations. Donc, il est en train de créer les classes qui existent dans ces dossiers. On va parler de ça tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Detected database created with a database initializer. Ça veut dire il a détecté notre base et il a créé dans le dossier migration deux fichiers. On va parler de ces deux fichiers. Donc l'activation de la migration crée un nouveau dossier migrations dans votre application contenant un fichier configurations.cs permettant de définir le comportement de la migration pour le DB contexte utilisé. Nous n'avons pas de changer quoi que ce soit pour cette procédure pas à pas, mais c'est ici que vous pouvez spécifier les données à insérer, inscrire les fournisseurs des autres bases de données. Ok, par exemple, si on ajoute par exemple une colonne, on peut mettre directement des valeurs à insérer là dans ce fichier configuration.cs. Deux modes peuvent être utilisés pour mettre à jour la base de données en utilisant la migration. Donc vous pouvez décider d'utiliser la migration basée sur le code ou bien la migration automatique. Pour notre cas, on va utiliser la première approche, la migration manuelle basée sur le code. Il suffit de faire passer Automatic Migrations Enable à False pour le premier cas et True pour le second. Donc, un autre fichier est également créé. Ce fichier contient une procédure app et contient des instructions pour créer la table avec la définition initiale de celle-ci et une autre procédure down pour supprimer la table. Donc on peut voir ça, on peut inspecter ça. Ici, donc les deux fichiers, on commence par configuration. Ici dans configuration, vous voyez dans le constructeur, on a automatic migration enabled. Par défaut c'est false, donc on a désactivé la migration automatique. On a ici par exemple la méthode seed. C'est là qu'on peut bien sûr, comme tout à l'heure, on a utilisé la méthode seed tout à l'heure, on peut peupler la base de données après l'ajout d'une nouvelle colonne par exemple.
notre deuxième fichier ici. Ça s'appelle initial create. Ça veut dire c'est notre schéma initial de la création de la base de données. Il comporte deux méthodes, le up et le down. La méthode up, c'est pour le upgrade, lorsqu'on ajoute par exemple une colonne. Et le down, c'est pour le downgrade, lorsqu'on supprime une colonne. Pour nous, là, c'est l'état initial. Ça veut dire on a créé la base. Et là, si on veut supprimer la base, par exemple, plutôt, excusez-moi, c'est pas... Voilà, c'est la base, oui, c'est la base, c'est vrai. Donc, dans le app, donc create table, ici la création de la table blogs, ici la table post, ainsi de suite. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Donc, maintenant, nous allons faire un changement dans notre modèle. Sinon, on n'a pas besoin de travailler avec la migration, hein, c'est clair. Donc, on va ajouter une propriété URL dans la classe blog. Donc, cette propriété, ça sera de type string. Donc, dans bloc, ici, on va ajouter une propriété URL, par exemple, prop, donc de type string. Voilà. On va l'appeler URL. C'est bon? Ok, donc la prochaine étape. La prochaine étape, on va exécuter la commande add migration add URL dans le package manager console. En fait, c'est quoi ça? On va ajouter une migration qu'on l'a nommée add URL. Hein? Donc, ici, dans notre package manager, on va exécuter ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ici? En fait, il a généré un deuxième fichier qu'il a appelé add.url. C'est moi, bien sûr, que je l'ai appelé add.url. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'il y a deux méthodes, le up et le down. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, bien sûr, il a vérifié le initial create, le fichier de tout à l'heure. Donc il a fait une comparaison par rapport à l'initial create. Qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce que le modèle a changé ou non? Bien sûr, dans notre cas, on a ajouté une propriété URL, donc il l'a détecté. Donc dans le app, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il veut ajouter une colonne pour URL. Et dans le down, effectivement, il va supprimer cette colonne. Donc à chaque fois on ajoute une migration, il va comparer par rapport à la dernière fichier de migration, bien sûr généré. Pour notre cas, le dernier fichier, c'est le initial create, c'est l'état initial. Ok? Donc à chaque fois, il va détecter s'il y a un changement ou pas par rapport à ce fichier. Donc à chaque fois, on change le modèle et on ajoute une migration, il peut détecter ça facilement. Ok? Donc, comme j'ai dit, la commande add migration vérifie les changements depuis votre dernière migration et scaffold et génère, en d'autres termes, une nouvelle migration avec toutes les modifications que l'on trouve. Nous pouvons donner un nom pour notre migration. Dans ce cas, nous appelons la migration add URL, un nom significatif. Le scaffold code, le code généré, dit que nous avons besoin d'ajouter une colonne URL à la table de bloc. Donc, nous allons modifier la méthode app comme suit. Donc, normalement, par défaut, ça suffit. Mais nous, on peut quand même la personnaliser. Comme vous voyez ici, dans le add column, j'ai ajouté ça. L'attribut nullable égale true, ça veut dire que j'ai permis la valeur nulle pour notre colonne URL. Et aussi, j'ai ajouté une requête SQL update blog set URL test.blog.where comme where URL is nul. Ça veut dire à chaque fois, il va trouver l'URL qui est nulle. Il va insérer cette valeur. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter
Ça, on va modifier ça. Voilà, on a ajouté notre commande SQL. Donc, la prochaine étape. Donc, on va exécuter la commande update database target migration add URL. Ça veut dire on va exécuter ce qui, bien sûr, existe dans notre fichier généré, le dernier fichier. Donc, on va appliquer, bien sûr, l'ajout de la colonne. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va exécuter cette commande. Voilà. Voilà, running seed method, c'est vide, on n'a rien mis là. Donc c'est bon, normalement, tout est bon. Normalement, on doit avoir dans notre bloc une colonne URL là. Donc on va vérifier ça ensemble. Donc ici, actualiser. Donc le code first final, c'est ça. Tab. Donc on va voir ensemble bloc. Voilà URL. C'est déjà ajouté. Donc on peut même vérifier le contenu. Est-ce qu'il l'a inséré test.blog.com. Donc afficher les données de la table. Voilà, comme vous voyez. Donc il a automatiquement inséré ces données. OK? Donc je vous remercie pour votre attention. On a fini l'émission d'aujourd'hui. On va continuer ce cours dans la prochaine émission, Inch'Allah. On va continuer avec la configuration, avec tout ce qui est Fluent API, avec tout ce qui est configuration des relations entre les entités, et ainsi de suite. OK? Allez, au revoir.